Au Moyen Âge, les tournois de chevalerie comptaient parmi les divertissements les plus populaires et les plus grandioses de la noblesse. Ces fêtes de l'art martial, que l'on appelait en vieux tchèque kolba ou klani, se déroulèrent de la moitié du XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle dans toute l'Europe occidentale et centrale, et sont encore aujourd'hui considérés comme l'un des symboles de la culture chevaleresque médiévale. Le tournoi de chevalerie n'était d'ailleurs pas qu'un combat dénué d'esprit. Il s'agissait d'un affrontement soigneusement organisé avec des règles fermes, qui combinait l'entraînement militaire avec un spectacle social. Les chevaliers sur des chevaux ornés y mesuraient leur force pour la gloire, l'honneur de leur propre lignée, et souvent aussi pour le plaisir des dames spectatrices. Les tournois offraient un spectacle plein d'adrénaline, avec le fracas des armes, les bannières flottantes et les armures éblouissantes de brillants. En même temps, il fournissait l'occasion d'améliorer les capacités de combat, d'obtenir un riche butin ou une rançon, et de s'assurer une renommée bien au-delà des frontières de son propre domaine. Pour beaucoup d'entre nous, l'image du tournoi de chevalerie vient peut-être des films romantiques. De vaillants héros en armure brillante inclinent leurs lances devant de belles princesses. La réalité du Moyen Âge était cependant à la fois beaucoup plus colorée et plus rude. D'une certaine manière, les tournois ressemblaient aux compétitions sportives d'aujourd'hui. Ils avaient leurs champions stars, leurs fans dévoués et leurs principes de fair play. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment un tel tournoi de chevalerie médiévale fonctionnait réellement. Depuis ses débuts d'eau sauvages, rappelant plutôt une vraie bataille, en passant par l'introduction progressive de l'étiquette chevaleresque et des règles de sécurité, jusqu'aux fêtes du haut Moyen Âge avec des affrontements ostentatoires, tels que nous les connaissons des légendes et des films. Dans un moment, nous révélerons comment les chevaliers se préparaient au tournoi, quelles règles du jeu s'appliquaient, et quel rôle jouaient dans le tournoi les dames nobles et le public. Nous dévoilerons aussi la face cachée moins connue de ces affrontements, le danger réel de blessures et le déplaisir avec lequel l'Église regardait les tournois. Et enfin, nous montrerons pourquoi les tournois ont progressivement perdu leur but original et quel héritage ils nous ont laissé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez de quoi vous réjouir. L'origine première des tournois de chevalerie remonte à la période du Haut Moyen Âge, vers le XIIe siècle environ, et nous trouvons les premières mentions dans les chroniques du nord de la France. Au début, les tournois naissaient en effet comme des jeux de guerre rudes, sans ordre fixe. Imaginons un tournoi précoce vers l'an 1100. Un puissant féodal ou souverain convoque les chevaliers des environs à un lieu et un moment déterminés. N'attendons pas de propositions soigneusement écrites. Les invitations ne mentionnent peut-être que quand et où l'affrontement aura lieu. Quand les nobles et leur escorte armée se rassemblèrent sur place, ils se divisaient habituellement en deux camps, souvent selon leur appartenance à différentes régions ou domaines. Nous pouvions ainsi voir par exemple une troupe de chevaliers du nord de la France face à un groupe de leurs adversaires du sud de la France, ou une alliance de chevaliers allemands contre des hôtes des terres tchèques. Le terrain de combat grossièrement délimité se transformait en théâtre d'une petite guerre d'essai. Les premiers tournois de chevalerie rappelaient une vraie bataille. Les deux groupes se lancèrent de manière incontrôlée l'un contre l'autre, à cheval, et combattaient avec toutes les armes disponibles. Presque tout était permis. Les chevaliers tirèrent les épées, les lances, les haches, et cherchaient à faire tomber l'adversaire de cheval ou à le maîtriser au sol. Le but n'était pas de tuer l'ennemi, mais de le capturer comme prisonnier. Chaque chevalier aspirait à capturer l'ennemi, à s'emparer de son cheval et de son armure, et ensuite à exiger une grosse rançon pour sa libération. Précisément la rançon pour les prisonniers, et le butin sous forme d'armes représentait un effet secondaire bienvenu des tournois. Un combattant habile pouvait acquérir une fortune considérable et la gloire. Selon les sources d'époque, cette règle de base, capture l'adversaire et obtient son équipement ou une rançon, s'est maintenue pendant de nombreuses décennies. Encore au XIIIe siècle, il était courant que le vaincu remette au vainqueur son cheval et son armure, et ce n'est qu'après le paiement de la somme convenue qu'il les récupérait. Un tel tournoi précoce était cependant tout sauf une fête de cour raffinée.
Il s'agissait d'un spectacle indomptable et dangereux. Les chevaliers se trouvaient dans un délire de combat, et dès qu'ils s'affrontèrent sur le terrain, ils perdèrent facilement leurs inhibitions. Les chroniques d'époque enregistrent même des cas où les chevaliers, dans l'ardeur de l'affrontement, n'hésitaient pas à nuire même aux civils sans défense. Il arrivait que les participants déchaînés du tournoi après le combat pillent les villages environnants, détruisent les récoltes des paysans ou volent dans le bourg du château. Une anecdote connue d'un des premiers tournois raconte qu'un chevalier vaincu préférait fuir le champ de bataille et se cacher dans la chaumière d'un paysan local. Son adversaire victorieux, obsédé par le désir d'attraper le prisonnier, n'hésita pas alors à incendier cette maison, juste pour enfumer l'ennemi. Si rudes et incontrôlables pouvaient être les premiers tournois de chevalerie. Il n'était pas rare non plus que la mêlée du tournoi se termine par la mort de plusieurs chevaliers. Dans les tournois précoces tombaient presque autant d'hommes que s'il s'agissait d'une vraie bataille. Il n'est pas étonnant que l'Église et certains souverains aient rapidement réagi avec une profonde inquiétude aux effusions de sang et aux troubles accompagnant les tournois précoces. Les dignitaires ecclésiastiques considéraient les tournois comme un spectacle pécheur, célébrant la violence mondaine et la cupidité. Dès l'an 1130, l'Église tenta d'arrêter l'organisation des tournois. Au concile de Clermont retentit alors l'interdiction qu'aucun chevalier tombé dans un tournoi soit enterré dignement en terre consacrée. En d'autres termes, quiconque périrait dans ces jeux païens ne devait recevoir ni enterrement chrétien, ni repos éternel de l'âme. Des ordonnances ecclésiastiques similaires se répétèrent dans les années suivantes, 1139-1170, ce qui témoigne du fait que le décret original n'eut guère d'effet. Les tournois de chevalerie étaient trop populaires parmi la noblesse pour qu'elle y renonce, malgré les risques pour le corps et l'âme. Pour beaucoup de jeunes nobles, la participation à un tournoi représentait presque une obligation et une occasion séduisante de prouver son courage. Quand le tournoi réussissait, les chevaliers participants gagnaient une gloire impérissable aux yeux de leurs pairs, et leurs actes devenaient souvent le sujet de chants héroïques des troubadours. Les affrontements désorganisés et sauvages de l'ère initiale connurent avec le temps des changements marquants. Vers le XIIIe siècle, la culture chevaleresque commença progressivement à apprivoiser les tournois et leur imprima un ordre plus ferme, transformant ainsi le carnage sanglant en fête plus noble. La noblesse se rendit compte qu'il était nécessaire de limiter les pires excès, sinon les tournois pourraient mener à des dommages imprévisibles sur les vies et les biens. Ainsi naquirent progressivement les règles de l'étiquette chevaleresque, et aussi les premières mesures de sécurité, qui transformèrent le visage des tournois. Vers l'an 1300 environ, les tournois ressemblèrent de plus en plus à des événements sportifs organisés. Les souverains et hauts féodaux qui organisèrent les tournois commencèrent à veiller à la sélection des participants et au respect du code d'honneur. N'importe qui ne pouvait être admis à un tournoi de chevalerie. Les voyous notoirement malhonnêtes avaient les portes fermées. Si un chevalier était mal connu comme un brute qui opprimait les sujets, pillait les biens de l'Église ou agissait grossièrement avec les dames nobles, il pouvait dire adieu à sa participation au tournoi. Les tournois se construisaient en effet une réputation d'affaires prestigieuses pour les chevaliers soucieux d'honneur et de bonnes mœurs. Les nouvelles règles touchèrent aussi le déroulement du combat. Les charges violentes en selle et les coups tranchants suscitaient toujours l'admiration. Mais les armes furent progressivement émoussées dans les tournois ou remplacées par des variantes plus sûres. Les épées utilisées dans les affrontements avaient des lames émoussées, et les pointes des lances cessèrent d'être mortellement aiguës. La lance de tournoi, appelée Drovec, reçut une extrémité spéciale, la soi-disant couronne, avec plusieurs pointes émoussées, au lieu d'une seule pointe. Cette couronne se brisait plutôt lors de l'impact sur le bouclier de l'adversaire, au lieu de percer, réduisant ainsi le risque de transpercer le chevalier. De plus, le Drevec était habituellement fabriqué en bois plus tendre qui se cassait lors d'un choc violent.
Pour parler simplement, les combattants reçurent aussi les premiers équipements de protection. Des selles avec des dossiers plus hauts, devant et derrière, aidèrent le cavalier à se maintenir en selle, et la main gauche tenant le bouclier était protégée par un puissant gantelet de fer appelé manifère. Ce gantelet de tournoi blindé, le nom vient de l'expression française main de fer, littéralement main de fer, parvenait à amortir les impacts qui autrement auraient arraché le bouclier de la main du chevalier ou blessé le poignet. Le but de tous ces changements était que le duel puisse être décidé par l'élimination de l'adversaire ou la rupture de l'arme, sans qu'il y ait de blessure mortelle. Cependant, le danger ne put jamais être complètement éliminé. Les tournois restaient une affaire pleine d'adrénaline, comme nous le verrons encore. Avec la régularité croissante des tournois vint aussi la formalisation de leur déroulement. Là où régnait auparavant un chaos spontané, s'installa l'ordre et un scénario réfléchi. Les tournois étaient planifiés et annoncés à l'avance. La date et le lieu de tenue étaient solennellement proclamés de longues semaines à l'avance, pour que les chevaliers puissent se préparer. L'organisateur, souvent le roi ou le duc lui-même, envoyait des invitations ou annonçait le tournoi publiquement, de sorte que la nouvelle parvienne aux oreilles de tous les intéressés potentiels. À l'entrée de l'affrontement commencèrent à apparaître certaines conditions de participation. Par exemple, un jeune chevalier qui voulait participer à un tournoi pour la première fois avait habituellement besoin qu'un guerrier plus expérimenté ou un mécène se porte garant pour lui, une sorte de recommandation que l'intéressé était digne de se tenir parmi les autres et de respecter les règles d'honneur. Il y eut aussi progressivement séparation des différentes disciplines dans le cadre du tournoi. Alors qu'auparavant tout se fondait en une grande mêlée de bataille, maintenant le tournoi se déroulait habituellement en plusieurs parties qui s'enchaînaient. Un tournoi typique du Haut Moyen-Âge pouvait commencer par une série de duels à cheval avec usage de drevec, c'est-à-dire cet affrontement équestre classique un contre un, tel que nous l'imaginons dans les scènes de films. Mais ce n'était souvent qu'une partie du programme. Après les duels à la lance, suivant souvent des combats à pied directement sur le terrain de tournoi, où les chevaliers, déjà descendus de cheval, continuaient le combat à l'épée, à la masse d'armes ou avec des lances raccourcies. Ces affrontements à pied pouvaient décider du vainqueur global du tournoi, si les duels précédents ne s'étaient pas terminés par un résultat clair. Pour le cas de duel indécis fut donc introduite la fonction d'un jury de juges, des arbitres expérimentés qui évaluaient les performances des combattants et pouvaient désigner un vainqueur sur la base des capacités démontrées et de l'esprit chevaleresque, si cela ne se décidait pas purement au combat. Des changements eurent aussi lieu dans l'environnement du tournoi. Les batailles en plein champ se déplacèrent près des villes et châteaux, où purent être érigés des terrains de tournoi plus durables et des tribunes pour les spectateurs. L'arène était habituellement entourée d'une palissade en bois ou d'une clôture, pour que les non-initiés n'entrent pas dans le chemin des chevaux lancés, et en même temps, pour que les combattants ne s'envolent pas dans la foule. Autour du périmètre se dressèrent de fastueuses tentes et pavillons pour les nobles participants, où les chevaliers se préparaient, prenaient soin de leur équipement, et se reposèrent pendant les pauses. Pour la haute noblesse et les dames, ne manquèrent pas les tribunes surélevées, ou les balcons en bois ornés de bannières, offrant la meilleure vue sur tout le spectacle. Le tournoi devenait ainsi un véritable théâtre social en plein air, avec une scène clairement délimitée, un public et des acteurs en armure brillante. Avec la professionnalisation des tournois, naquit le besoin d'établir des règles unifiées et des principes de comportement chevaleresque, qui garantiraient un jeu loyal et maintiendraient l'affrontement dans les limites de l'honneur. L'étiquette chevaleresque se développait progressivement aux côtés de la culture de cour. Les chevaliers devaient respecter les idéaux de bravoure, de courtoisie, de loyauté et de respect pour l'adversaire. Ces idéaux se reflétaient aussi dans le déroulement du tournoi. Par exemple, il était considéré comme déloyal d'attaquer intentionnellement le cheval de l'adversaire au lieu du chevalier lui-même, ou d'achever un ennemi qui avait déjà perdu son arme ou s'était rendu. Le chevalier devait combattre vaillamment, mais en même temps faire preuve de miséricorde envers le vaincu.
L'honneur chevaleresque exigeait que les combattants se traitent avec respect, même pendant le duel. Si par exemple l'un des chevaliers voyait son aume glisser de sa tête ou casser son épée, il était impensable de l'attaquer traîtreusement à ce moment. Le duel devait se dérouler dignement et chevaleresquement, non comme un cruel carnage, chacun contre tous. Avant le début du tournoi se tenait souvent un serment solennel ou une déclaration des règles. Les chevaliers prêtaient serment de respecter les dispositions du tournoi, d'obéir aux instructions des organisateurs et arbitres, souvent désignés comme maréchaux du tournoi, et de se comporter selon l'honneur. Dans le rôle d'arbitre et organisateur du tournoi intervenaient des grands seigneurs expérimentés ou des héros mandatés par eux. Les héros étaient en quelque chose comme des maîtres de cérémonie. Ils annonçaient le début de l'affrontement, présentaient les combattants individuels au public dans toute leur gloire et veillaient au respect des règles. Ils avaient aussi la charge de l'enregistrement des coups et de la résolution des éventuels litiges. Si un chevalier violait grossièrement les règles, il risquait la honte et l'exclusion du tournoi, ce qui était pour un noble soucieux d'honneur un énorme affront. Une partie importante des règles était aussi l'aspect éthique. Le chevalier ne devait être ni lâche ni sournois. Par exemple, l'usage d'une arme interdite ou un coup traître dans le dos non protégé de l'adversaire auraient été des actes extrêmement non chevaleresques. De même était appréciée la modestie et l'humilité des vainqueurs. Dans les tournois naquit donc la coutume que le vaincu rendait hommage à son vainqueur, et le vainqueur en retour louait publiquement la bravoure du vaincu. Ainsi, les nobles médiévaux voulaient se distinguer des simples bagarreurs. Il est intéressant qu'il existait aussi les premiers codes écrits décrivant comment organiser un tournoi correct. L'un des plus connus fut composé au XVe siècle par le noble français René d'Anjou, dans l'œuvre appelée Livre des tournois. Ce manuel décrivait en détail comment l'organisateur devait annoncer le tournoi, quelles qualités devaient avoir les participants, comment décorer le terrain de tournoi, et même quelle couleur d'équipement était appropriée. Il établissait aussi dans le détail le déroulement des différentes disciplines et les rôles des officiels du tournoi. On voit qu'au bas Moyen Âge, les tournois n'étaient plus un carnage fortuit, mais un sport cérémonial, avec ses règles fermes et sa terminologie spécialisée. Pour les chevaliers, la participation à un tournoi ainsi structuré devenait en même temps une affaire prestigieuse. Les meilleurs combattants de tournoi gagnaient la gloire dans toute l'Europe et étaient invités aux affrontements même dans des pays lointains. Par exemple, les chroniques anglaises et françaises du XIIIe siècle chantent certains champions des tournois qui gagnaient les affrontements par dizaines et devenaient les légendes de leur époque. Le célèbre chevalier anglais William Marshall se forgea à la fin du XIIe siècle fortune et renommé précisément par ses performances invincibles dans les tournois. Les chroniques le décrivent comme le meilleur chevalier du monde. Une telle réputation était dans la société guerrière appréciée peut-être autant que la gloire des vraies batailles. Les succès dans les tournois pouvaient ouvrir aux chevaliers les portes aux honneurs à la cour du souverain, assurer un riche mariage ou une charge importante. Le héros de tournoi n'était donc pas qu'un exhibitionniste. Il représentait l'idéal du guerrier noble qui avait prouvé sa force, son adresse et son honneur. Regardons maintenant le déroulement typique d'une journée de tournoi à l'époque où les tournois de chevalerie étaient au sommet de leur gloire. Imaginons un matin animé devant un château ou une ville quelque part au XIVe siècle. Dans le pré derrière les remparts, s'est élevé un terrain de tournoi délimité par une clôture en bois. Autour se pressent les échoppes des marchands, qui sont venus profiter de l'occasion pour vendre rafraîchissements, vins, souvenirs ou tissus précieux, car le tournoi a attiré des foules de spectateurs des environs et de domaines lointains. Juste derrière le champ de bataille clôturé se dressent les tribunes solennelles ornées de drapeaux et des couleurs héraldiques de familles importantes. Sous les abris,
sont assises des dames nobles, dans leurs plus belles robes, et à leur côté des seigneurs, du souverain local jusqu'aux hôtes nobles, qui sont venus peut-être seulement comme spectateurs, et maintenant encouragent leurs favoris. L'atmosphère était électrisante. Nous entendons les fanfares des corps, autour passent les derniers retardataires à cheval, et les écuyers contrôlent soigneusement la solidité des barrières en bois autour du terrain de tournoi. Il ne faut pas longtemps, et le héros invite tous au lancement solennel. Le tournoi commence par la cérémonie. Entrent en procession sur le terrain de tournoi tous les chevaliers participants. Chacun porte sur lui une armure somptueuse polie jusqu'au grand brillant. Par-dessus l'armure, le chevalier porte un surcot, c'est-à-dire un vêtement de tissu orné de ses armoiries et couleurs familiales, pour que tous le reconnaissent au premier regard. Les mêmes couleurs portent souvent aussi la housse, couverture décorative, sur son cheval. Certains ont sur leur aume fixé des panaches de plumes ou de tissus colorés ou de petits symboles qui les caractérisent. Les aumes des chevaliers pour le tournoi sont d'ailleurs plus massifs que ceux de bataille. Existait même un type de aume surnommé gueule de grenouille, pour sa forme large et angulaire et sa visière étroite, qui protégeait parfaitement le visage contre les éclats de lance. Dans la main, les chevaliers tiennent leurs boucliers de tournoi avec les armoiries. Toute la procession des guerriers ressemble à un défilé de figures héraldiques vivantes. Les tournois étaient d'ailleurs précisément le lieu où l'héraldique s'appliquait beaucoup et se développait, car elle permettait d'identifier les combattants à distance. Lors de l'entrée, les chevaliers saluent rituellement le public et leurs adversaires. Souvent a lieu la présentation des participants individuels. Le héros appelle à haute voix les noms des chevaliers, leurs titres et origines, parfois avec une brève mention des actes héroïques, ou par exemple de quelle dame ils dédient leur combat. Plus d'un combattant est en effet accompagné au tournoi d'un don symbolique d'une dame. Cela peut être un mouchoir, un ruban ou une fleur de la femme aimée, fixée sur le aume ou autour du bras. Les chevaliers ne combattaient en effet pas seulement pour leur propre honneur, mais aussi pour l'honneur des dames qui les regardaient. Les légendes racontent qu'une dame au plus beau sourire pouvait donner à son favori un courage supplémentaire. Après la présentation des participants et l'éventuel chant d'un hymne de louange ou l'octroi d'une bénédiction, car bien que l'Église n'aimait pas officiellement les tournois, parfois se tenait en ouverture une messe pour le succès de l'événement. L'affrontement s'ouvre officiellement. Dans l'air se sent la tension. Pour chaque chevalier, c'est maintenant le moment de vérité. Sur le terrain de tournoi, il peut gagner une gloire impérissable ou au contraire subir l'affront de la défaite. Personne cependant n'hésite. Les combattants se sont tissés en selle, les chevaux grattent impatiemment du sabot et le public dans l'attente s'est tu. Retentit un coup de feu d'un petit mortier à canon ou un son de cor, et la première paire de chevaliers se lance sur le terrain de tournoi l'un contre l'autre. Commence la discipline la plus attendue, la course avec les dreveks ou l'affrontement à cheval. Deux cavaliers placés aux extrémités opposées de l'arène éperonnent leurs destriers et se lancent au galop l'un contre l'autre, chacun tenant sa lance dirigée. Les spectateurs retiennent leur souffle. Les lourds chevaux tonnent sur le sol, les lances semblent trembler. Et puis en une fraction de seconde, les adversaires se croisent. Coup! Le lourd impact du drevek tombe sur le bouclier de l'adversaire. Peut-être entendons-nous un craquement. Quand la couronne de la lance se brise et la hampe de bois se fend, l'un des chevaliers est projeté hors de selle par la force de l'impact. Il tombe au sol dans le sable de l'arène. La poussière se lève et la foule crie d'enthousiasme. Le duel se termine par la victoire de celui qui est resté en selle. Généralement, le tournoi ne se limitait pas à un seul duel. Au cours de la journée se succèdent dans l'arène de nombreuses paires. Parfois il s'agit d'un tournoi à élimination directe d'individus, d'autres fois d'un affrontement à points entre équipes, où chaque chevalier se voit additionner les coups obtenus.
Par exemple, combien de lances il a brisé sur le bouclier de l'adversaire, combien de fois il a fait tomber l'ennemi, etc. Dans certains tournois, les chevaliers alternent de façon que chacun combatte avec chacun du côté opposé. Pouvaient rivaliser deux grands groupes, par exemple les chevaliers de la suite de l'autre contre les invités. Dans un tel cas, les vainqueurs des duels individuels se comptaient comme points pour l'équipe. Il existait plus de formats, et aucun tournoi médiéval n'était complètement identique. Les règles et coutumes différaient de région en région. Après la fin des affrontements équestres à la lance, le tournoi continuait habituellement par les duels à pied. Si le chevalier n'avait pas subi de blessure dans l'affrontement en selle, il ne se laissait pas échapper l'occasion de mesurer ses forces, aussi face à face avec l'arme à la main au sol. Certains combattants excellaient d'ailleurs plus dans les luttes à pied que dans l'équitation. Ces lourdement armés étaient comme les chars vivants de leur époque, comptant sur l'armure de plaques massives et la force des bras. Selon l'accord, on combattait avec des épées émoussées, de lourdes masses d'armes ou des morceaux de lance brisés. Les coups d'armes sur l'armure sonnent fort, des étincelles peuvent voler, mais le but est encore plutôt de faire tomber l'adversaire au sol ou de l'amener à se rendre. Dans ces duels, se manifeste pleinement la qualité de l'équipement. L'armure de plaques de haute qualité parvenait à résister aux coups tranchants, tandis qu'un endroit faible ou un interstice entre les plaques pouvait signifier la fin du combat, si la pointe de l'arme y pénétrait. Heureusement, les chevaliers ont souvent aussi des boucliers et des écuyers alertes autour, qui sont prêts à empêcher le pire. Un rôle important dans ces duels jouait aussi l'endurance et la condition physique des chevaliers. Le combat en armure complète était extrêmement épuisant. Imaginons que la seule armure de plaque pouvait peser 20 à 25 kg, et le chevalier la portait sur le corps toute la journée. Dans la chaleur estivale, l'armure se transformait littéralement en four chauffant, et le combattant transpirait à l'intérieur comme dans un sauna. C'est pourquoi les pauses et le riche rafraîchissement étaient une nécessité pendant le tournoi. Les chevaliers, entre les rounds de l'affrontement, buvaient de vin ou de l'eau. Les dames leur tendaient parfois des mouchoirs humidifiés pour rafraîchir le visage. Au moment où le chevalier par épuisement ne pouvait plus continuer, il était considéré comme déloyal d'en abuser. Encore ici intervenait la prévenance chevaleresque. Si l'adversaire haletait déjà et se tenait à peine debout, il était souvent plus miséricordieux de reconnaître sa défaite que de risquer son effondrement. Quand tous les duels planifiés se terminent et que la poussière du champ de bataille s'apaise, vient le temps de proclamer le vainqueur du tournoi. Cela peut être le chevalier qui a triomphé dans le plus de duels, ou celui que le jury a désigné comme le plus splendide combattant du jour. Le vainqueur du tournoi reçoit habituellement une récompense. Celle-ci était d'une part un don matériel, par exemple une arme précieuse, une coupe ornée ou une bourse d'argent, mais surtout une reconnaissance symbolique des dames. La tradition voulait que le vainqueur soit décoré par la dame la plus estimée du tournoi d'une couronne ornée d'un voile. Cette couronne de victoire avait pour le chevalier une valeur supérieure à l'or, car elle représentait la reconnaissance publique de ses qualités chevaleresques et de sa galanterie. Souvent, on mentionne aussi que le vainqueur méritait un baiser de la dame noble, à qui la couronne appartenait auparavant, ce qui était le moment culminant de la fête et un grand honneur. Après la cérémonie de remise des prix, l'amusement était loin d'être fini. Suivait habituellement un banquet et des célébrations en l'honneur des vainqueurs et de tous les participants. Le chevalier victorieux jouissait d'une place d'honneur près de l'organisateur ou des hôtes importants. Pendant le banquet se rappelaient les moments les plus dramatiques de la journée. Les bardes et musiciens chantèrent les performances, et tous ensemble célébrèrent la gloire chevaleresque. Telle était donc une journée au tournoi médiéval. Un mélange de tension, de violence, d'ostentation et d'élégance de cour. Comme il a déjà été dit, même malgré tout l'éclat et les règles, le tournoi comportait un danger non négligeable. Aucun tournoi ne se passait sans risque. Après tout, il s'agissait toujours d'un duel de lourdement armés, avec de vraies armes,
bien qu'adaptées. Les blessures des chevaliers étaient encore fréquentes, et parfois il y avait aussi des accidents tragiques. Il suffisait d'une fraction de seconde d'inattention ou d'un accident malheureux. Lors de la course à cheval, le chevalier après le coup de Drevec pouvait tomber violemment et se casser le cou, ou provoquer un grave traumatisme crânien. Sont connus les cas de mains et pieds écrasés, de côtes cassées ou de contusions après les impacts, qui même avec un fort plastron faisaient au mal encore des semaines entières. Un des moments les plus dangereux survenait quand les Drevecs se brisaient en morceaux lors du choc. Les éclats de bois volèrent dans l'air et pouvaient les pénétrer même à travers la visière du heaume. Cela s'avéra fatal pour plus d'un chevalier. Un morceau aigu de bois parvenait à blesser l'œil ou le cou. La tragédie la plus célèbre de ce type est la mort du roi français Henri II en l'an 1559. Bien que ce fût déjà à l'époque de la Renaissance, les tournois jouissaient encore de popularité, et le roi Henri II, comme participant passionné d'un tel affrontement, rencontra l'éclat fatal. Lors du duel, la lance de son adversaire se brisa, et une partie du bois traversa la visière du heaume royal directement dans l'œil. Le roi subit une grave blessure au cerveau, et après plusieurs jours dans d'atroces douleurs, mourut. Cet événement fut un choc pour la noblesse européenne et mit fin de facto à l'ère des grands tournois. Ils se rendirent compte qu'hasarder les vies des élites pour le divertissement était après tout trop risqué. Le danger ne s'épargnait pas non plus les souverains médiévaux avant Henri. Le roi tchèque Charles IV était dans sa jeunesse aussi un amateur passionné de tournois, et malgré la réprobation de l'Église y participait. Il se raconte même qu'à un tournoi en Italie, il partit incognito sous un faux nom, pour échapper à l'attention du pape, qui le réprimandait pour sa participation aux affrontements. Charles IV, cependant, faillit payer de sa vie sa passion. Lors d'une collision, il fut gravement blessé, resta couché au sol avec la mâchoire cassée et la colonne cervicale blessée. Il eut de la chance dans le malheur. Les médecins italiens parvinrent à le sauver, mais sa carrière de tournoi était finie. Des histoires similaires n'étaient pas exceptionnelles, et ainsi même si les tournois regorgèrent de beauté et de cérémonie, ils ne parvinrent jamais à éliminer complètement leur potentiel mortel. Précisément la présence constante de blessures et de morts sur le terrain de tournoi était l'argument principal des critiques des tournois. L'Église ne cessait dans son attitude de refus. Les papes considéraient les tournois comme des jeux vains et sanguinaires, contraires aux principes chrétiens. Certaines chroniques racontent que les prêtres prêchaient contre les tournois et les comparaient aux combats de gladiateurs romains. Au plus grand tournoi se tenaient donc en alerte aussi des guérisseurs, médecins ou rebouteux d'alors, prêts à fournir aux chevaliers blessés les premiers secours. Néanmoins, malgré les accidents, la société chevaleresque était disposée à accepter ce risque. Aux yeux de la noblesse, valait tout simplement que l'honneur et la gloire valaient une certaine mesure de danger. De plus, on croyait que le combattant brave était sous la protection divine, et s'il tombait, c'était simplement son destin, et la mort sur le terrain de tournoi signifiait pour lui l'accomplissement héroïque de la vie. Les tournois de chevalerie n'étaient pas que des affrontements sportifs, ils devinrent aussi une institution sociale importante du Moyen Âge. Peu de choses parvenaient à unir si bien divertissement, politique et culture que précisément les tournois. Pour la noblesse, ils représentaient l'occasion de se rencontrer et de nouer des alliances. Quand se rassemblèrent des seigneurs nobles de différentes régions sur un même terrain de tournoi, ne se déroulaient pas seulement des combats, mais aussi de la diplomatie. Dans les coulisses du tournoi se négociaient des mariages, se concluaient des pactes ou se réconciliaient de vieilles disputes autour d'une coupe de vin au banquet. Pour les jeunes chevaliers, la participation au tournoi était une forme d'entrée sociale dans le monde des adultes. Le noble qui se distinguait dans l'affrontement gagnait le respect de ses pairs et l'attention de potentielles épouses. Les dames suivaient les performances des combattants avec un intérêt non négligeable. Les chroniqueurs mentionnent que le tournoi était pour beaucoup de demoiselles nobles l'occasion de se choisir un fiancé,
selon la bravoure dont ils faisaient preuve. Les chevaliers rivalisaient aussi dans les manifestations de galanterie. Il n'était pas exceptionnel que le vainqueur du tournoi dédie son triomphe à l'une des dames, lui rende hommage comme dame de son cœur, et lui apporte peut-être la couronne obtenue. Ces éléments romantiques firent des tournois un spectacle extraordinairement captivant, qui fascina aussi les générations ultérieures d'écrivains et de poètes. Les tournois avaient aussi un effet économique pour les villes et domaines où ils se tenaient. L'afflux de spectateurs signifiait l'essor du commerce, comme nous l'avons esquissé. Autour du terrain de tournoi naissaient des foires improvisées, où se vendaient rafraîchissements, tissus, souvenirs ou produits artisanaux. Les auberges craquaient aux coutures, et les marchands faisaient des affaires d'or. L'organisation d'un tournoi n'était cependant pas une affaire bon marché. L'hôte devait assurer la construction de l'arène, la restauration, les prix pour les vainqueurs, les musiciens et les jongleurs pour divertir le public. Tout servait cependant à renforcer le prestige de la famille ou de la ville. Les premiers affrontements chevaleresques apparurent dans les terres tchèques déjà sous le roi Venceslas Ier au XIIIe siècle. Un siècle plus tard, les souverains tchèques de la maison de Luxembourg, comme Charles IV et Venceslas IV, organisaient des tournois ostentatoires à l'occasion de couronnements ou de mariages royaux, démontrant ainsi la richesse et la puissance de leur dynastie. Les grands tournois internationaux duraient souvent même plusieurs jours et y accouraient des dizaines, parfois jusqu'à des centaines de chevaliers de différents pays pour mesurer leur force. Des archives historiques, nous connaissons aussi les noms de personnes qui avaient en charge le divertissement de cour. Par exemple, le chevalier Ogiers de Friedberg organisait, paraît-il, les tournois et autres fêtes à la cour de Venceslas Ier. Non seulement la noblesse avait du plaisir aux tournois, au bord du terrain de tournoi se pressaient souvent aussi les bourgeois et le peuple simple à qui la seigneurie permettait d'assister. Pour eux, c'était un spectacle rare. De leurs propres yeux, ils pouvaient voir de célèbres chevaliers dont ils n'entendaient parler autrement que par ouï-dire. Un tel événement se discutait longuement et entrait dans les chroniques locales. Et à toute bonne compétition appartenaient les paris. Les spectateurs nobles et non nobles n'hésitaient pas à conclure des paris sur leurs favoris. Même certains chevaliers concurrents pariaient, paraît-il, en secret sur leur succès. La victoire pouvait ainsi leur rapporter une fortune encore plus grande que ne l'était la récompense officielle pour le vainqueur. Pour les chevaliers eux-mêmes, le tournoi représentait un investissement non négligeable. Une armure de qualité et un cheval noble coûtaient une fortune, de même que les dépenses pour la domesticité et les écuyers, qui voyageaient avec le combattant. Beaucoup de chevaliers consacrèrent donc une grande partie de leur vie à la lutte de tournoi. Ils devinrent en fait des combattants de tournois professionnels, parcourant un affrontement après l'autre. Les plus réussis se forgèrent dans les tournois non seulement la gloire, mais aussi une fortune considérable. En même temps, on attendait cependant d'eux qu'ils se comportent de manière exemplaire. Le chevalier de tournoi devait être non seulement fort, mais aussi honnête et généreux, pour ne pas faire honte à son nom. En outre, les tournois eurent aussi un impact culturel. Leur description devint le sujet de nombreux romans chevaleresques, chansons de troubadours et œuvres d'art. Le chevalier en armure complète à cheval avec une bannière flottante, se lançant dans l'affrontement, était l'incarnation de l'idéal médiéval, qui inspira des générations de descendants. Et cette image survécut au siècle. Les tournois comme phénomène social renforcèrent les valeurs de chevalerie, le courage, le jeu loyal, le respect des femmes et la foi dans le combat juste. Ces valeurs persistèrent en partie, même après que les vrais tournois eurent disparu. L'âge d'or des tournois de chevalerie commença à s'éteindre avec l'arrivée du bas Moyen-Âge et du début des temps modernes. La raison n'était pas seulement les morts tragiques de personnalités importantes mentionnées, mais aussi la transformation de l'art militaire et de la société. Dès que sur les vrais champs de bataille commencèrent à dominer la poudre à canon, les armes à feu et l'infanterie disciplinée,
Le chevalier, en lourde armure, perdit son invincibilité d'autrefois. La noblesse cessa progressivement de se consacrer au métier de combat comme contenu principal de la vie, et les tournois commencèrent à être perçus plutôt comme un divertissement archaïque qu'un entraînement nécessaire. Dès le XVe siècle, les tournois prenaient de plus en plus l'aspect de représentation théâtrale. Ils se tenaient à la cour pour les célébrations et fêtes, mais le combat était souvent convenu à l'avance ou limité par des scénarios stricts pour que rien n'arrive à personne. Naissaient différentes formes particulières d'affrontement, par exemple le pas d'armes, quand un chevalier déclarait qu'il défendrait un certain pont ou une porte contre tous les arrivants, et les arrivants combattaient alors symboliquement avec lui pour le divertissement de la cour. Ces tournois tardifs étaient pleins de costumes allégoriques, de discours et de cérémoniales complexes. Les chevaliers y représentaient parfois des personnages mythologiques ou des vertus, et la victoire ressemblait plutôt à une reconnaissance sociale qu'à un vrai triomphe au combat. Les derniers grands tournois de chevalerie se datent au tournant des XVIe et XVIIe siècles. En l'an 16, 125, se tint un tournoi solennel, en Angleterre, en l'honneur du mariage du roi Charles Ier. Cela est désigné comme le point final symbolique de la tradition séculaire des tournois. À cette époque, cependant, il s'agissait déjà d'un anachronisme et plutôt d'un show nostalgique qu'une lutte âpre. En témoignent aussi les œuvres littéraires de l'époque. L'écrivain espagnol Miguel de Cervantes, dans son célèbre roman L'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, 1605, montra avec humour que les idéaux chevaleresques, y compris les tournois, étaient déjà dépassés et ridicules. Son héros fou s'efforce de restaurer la gloire passée de la chevalerie, combat les moulins à vent et défie en duel des ennemis illusoires. Au lecteur d'alors, il était clair qu'il s'agissait d'une satire sur les traditions chevaleresques désuètes. L'idée de l'affrontement chevaleresque ne disparut cependant pas complètement par cela. L'héritage des tournois continua à vivre dans la culture et plus tard aussi dans le sport. Le mouvement romantique du XIXe siècle apporta un intérêt renouvelé pour le Moyen Âge. Se tenaient des fêtes imitant les tournois, les romans chevaleresques de Walter Scott et d'autres auteurs charmèrent de nouveau le public. Il y eut même des tentatives de tournois modernes. Par exemple, en l'an 1839, le lord écossais Eglinton organisa un tournoi pseudo-médiéval ostentatoire avec des costumes d'époque, qui attira des milliers de spectateurs des rangs de l'aristocratie et du public. Bien que le temps ne fût pas favorable alors et que beaucoup se gâta, l'enthousiasme pour les affrontements chevaleresques ne s'affaiblit pas. Actuellement, nous vivons une autre vague de renaissance des tournois sous forme de reconstitution historique. Sur les châteaux et châteaux forts dans toute l'Europe, y compris la République tchèque, se tiennent en saison estivale des affrontements chevaleresques, de démonstrations pour le plaisir des spectateurs. Les chevaliers, modernes, passionnés en répliques d'armure, présentent les disciplines de tournoi comme la course avec les dreveks ou l'escrime, naturellement avec un accent maximal sur la sécurité. Il s'agit d'un spectacle attrayant, qui rapproche aux gens d'aujourd'hui le monde de l'art militaire médiéval et de la culture de cour. Il naquit même une branche sportive internationale de combat historique de contact, où les tournois se tiennent comme sport. Les combattants utilisent cependant des équipements de protection modernes et des règles fermement établies. En outre, le concept de tournoi entra dans la langue comme désignation de toute compétition organisée, des échecs en passant par le tennis jusqu'aux e-sports. Quand nous parlons aujourd'hui de tournoi, nous devons cela précisément à la tradition médiévale des affrontements chevaleresques. Et bien que les sportifs d'aujourd'hui ne portent plus d'armure et ne combattent plus à la vie et à la mort, l'idée de mesurer ses forces pour une victoire honorable devant les yeux des spectateurs reste séduisante et excitante. Les tournois de chevalerie médiévaux représentaient donc une partie remarquable de la vie de la noblesse d'alors. Des débuts sauvages, pleins de dangers réels, ils évoluèrent vers une forme de sport cérémonial, qui fascine et étonne encore aujourd'hui par son mélange de brutalité et de raffinement. Son héritage survécut au siècle dans nos histoires,
tradition et langue. Et même si l'époque a changé, le désir de mesurer ses forces de manière loyale et de gagner la gloire aux yeux des autres est quelque chose qui resta aux gens. Il suffit de regarder n'importe quel tournoi sportif contemporain. Nous y trouverons l'écho des anciens affrontements chevaleresques dans les arènes du Moyen Âge. Je vous remercie d'avoir tenu avec moi jusqu'à la fin de ce récit sur les tournois de chevalerie. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, je serai content si vous lui donnez un like et la partagez avec d'autres, par exemple avec vos amis. Je me réjouis de vous retrouver au prochain épisode.